Comme vous le savez, Rive Noire Littérature est un festival qui est un prolongement des lectures de Gangwéus, donc l'émission littéraire que j'anime sur Sud Plateau TV. Et donc, on reçoit à l'occasion de à la fin de la saison, donc là c'est la 11e, tous les auteurs qui ont bien voulu accepter de venir, de se déplacer. Je voudrais les remercier. Il y en a déjà quelques-uns quelques-unes qui sont dans la salle. Certains sont venus de chez moi, de Lyon. Donc je salue Raouz et Landry qui sont venus déjà depuis la province. Donc on a des auteurs qui viennent de province, on a des auteurs qui sont basés sur Paris. L'ambition du festival sera peut-être de recevoir des auteurs qui viennent de plus loin, mais je tenais surtout à vous remercier, vous qui avez affronté le cagnard, pour vous retrouver dans cet espace où on va échanger toute la journée sur le thème par-delà les océans, une littérature. Et donc on va se poser des questions sur les connexions qu'il y a entre les textes des auteurs qu'on a reçus cette saison. Ces auteurs viennent de l'océan Indien, comme dans le cadre de la table ronde qu'on va avoir, qui va démarrer. Des auteurs qui viennent des États-Unis, des auteurs qui viennent des Caraïbes, des auteurs qui viennent d'Afrique. Et des auteurs qui sont basés en France. Voilà. Donc, comment tout ça se construit? Comment cela résonne avec le thème du festival de manière générale, Rive Noire Littérature. On est dans le prolongement de certains échanges qui ont eu lieu il y a plusieurs décennies, où des auteurs afro-américains, des auteurs antillais, des auteurs réunionnais, des auteurs africains se retrouvaient sur les rives de la Seine pour pouvoir échanger et construire un monde nouveau. On a un vrai défi, c'est de pouvoir permettre que ces discours-là qui sont marginalisés dans un contexte social où il y a énormément de crispation, on a besoin d'entendre toutes les voix. Et on espère que Rive Noire Littérature aujourd'hui, qui est diffusée en streaming sur les différentes plateformes qui ont accepté de s'associer à nous. Donc je vais en citer quelques-unes: Acolyte qui est au Cameroun, Elle Magazine qui est en RDC, du côté de l'est de la RDC, donc du côté de Goma. On a une plateforme Biscotte littéraire qui va se connecter depuis le Bénin. Voilà, et on espère avec l'avancement de la journée, qu'il y aura de plus en plus de connexions et que, au-delà de la présence physique, il y aura une présence aussi en ligne. Je tiens à saluer aussi mon Paris FM qui diffuse sur les tables rondes en direct. Et donc là encore, mon Paris FM est une radio web, comme l'a indiqué Daniel Mendy, qui est accessible partout. Je vais inviter donc pour la première table ronde, je vais inviter le modérateur, Cédric Moussavou. C'est un grand lecteur, c'est un ami. On a connecté à partir du blog chez Gangwéus. On s'est rencontrés par le blog. On s'est rencontrés ensuite dans des rencontres littéraires physiques sur Paris. Et on a gardé cette amitié depuis pratiquement une dizaine d'années. Je suis très content que ce soit Cédric qui introduise cette journée d'échange. J'invite aussi donc Estelle Copolani, poète, et Raouz Pellerin, romancière, pour cette première table ronde où il sera question écrire sur les non-dits, voix et mémoire de la Réunion. Voilà, donc je vous souhaite un très bel échange. Je rappelle juste donc que Estelle a écrit Couronné d'oiseaux. C'est un texte publié aux éditions Projectile, un très beau texte qui est disponible sur notre petite librairie. Et Raouz Pellerin a écrit L'Admission. C'est un texte aussi disponible à la maison d'édition Projectile.
Bonjour cher public, bonjour Aoz, bonjour Estelle. Avant de faire un speech sur vos ouvrages, Réassi a dit quelque chose d'assez intéressant que je partage. Vos textes sont beaux, mais hélas, ils décrivent la laideur. Donc une question qui s'adresse à toutes les deux. Comment est-ce qu'on fait comment est-ce que le titre de la table ronde, c'est bien, comme Réassi l'a dit, écrire le non-dit. Qui dit non-dit, dit trauma, dit désir, dit honte. Comment, en tant qu'artiste, en tant qu'auteur, on fait pour mettre de l'esthétique sur des sujets, sur des thèmes qui sont parfois douloureux? Oui, c'est vrai que les thèmes abordés dans l'admission à travers mon personnage Raïssa, finalement, partent de son histoire. On va pas dire difficile parce que ce serait un peu exagéré, mais en tout cas les défis qu'elle a dû affronter quand elle est arrivée en France métropolitaine, donc. Et en fait, je pense que le travail d'écriture, et c'est comme ça que j'ai voulu vraiment écrire ce texte, en réalité, ça partait de l'idée d'avoir observé beaucoup de rayonnés des étudiants qui revenaient de la métropole, soit un peu en dépression, soit qui étaient très anxieux à l'idée de quitter la Réunion, donc ce territoire. Et en fait, l'idée partait de là, et c'est vrai que ça part d'une douleur, et la douleur, c'est le déplacement, en fait. Et je pense que, en tout cas, dans l'écriture en général, mais aussi en particulier pour moi, c'est ce qui nourrit mon écriture, c'est vraiment la difficulté. Enfin, moi, j'arrive pas à écrire à partir des choses belles et des arcs-en-ciel, etc. Enfin, il y a des très bons écrivains qui savent faire ça, mais moi, j'y arrive pas. Et à partir de là, essayer de faire une matière nouvelle qui peut-être quand même apporte une sorte de beauté à travers l'écriture elle-même. Merci pour cette question difficile. En fait, moi, j'ai été assez surprise quand j'ai entendu que nos textes décrivaient la laideur, parce que j'aurais pas eu l'impression que c'était ce que mon texte faisait, mais peut-être. Mais je comprends plutôt la question. Bon, laideur veut sûrement dire ça aussi. Je comprends une question autour de la violence, en fait. Oui. C'est un peu comme ça plutôt que je l'ai imaginé. Et moi, j'ai essayé d'écrire un recueil de poésie qui traitait de la guérison. Donc, je ne dirais pas qu'il y a eu un traitement brut ou une idée d'explorer la violence, mais plutôt un désir de raconter la violence dans ce qu'elle perpétue, une sorte de continuité de la violence. Et moi, j'ai essayé plutôt de me focaliser sur la question de la guérison. En fait, le recueil que j'ai écrit, c'est un recueil qui met beaucoup en scène des liens de sororité, des liens de filiation aussi entre grand-mère, mère, fille. Et j'ai essayé de créer un environnement qui était propice à travers des scènes. Donc, c'est des poèmes assez narratifs. J'ai essayé de décrire des environnements qui étaient propices à des formes de solidarité et à des formes de communion, même de restauration spirituelle, en fait. C'est plutôt ça qui m'a intéressée. Donc ça fait surgir la question de la violence. Mais pour moi, tout l'enjeu, c'était de ne pas reproduire la violence dans l'écriture ou dans une scénographie spécifique. Donc en fait, elle est toujours là, un peu de façon feutrée. Je pense que c'est le cas en fait dans l'admission Raouz aussi. La question de la violence, elle est sourde en fait, c'est-à-dire que d'ailleurs, elle pointe de temps en temps dans le monologue intérieur. Le personnage se rappelle d'une relation avec un protagoniste et on voit que la question de la violence, elle est présente, par exemple même dans le lien amoureux. Je trouve que finalement, cette façon de travailler la violence en creux, c'est quelque chose qui est présent chez toi aussi. Et donc voilà, c'est une façon d'aborder la violence par sinuosité, de la même façon que cette violence-là, elle existe dans les vies quotidiennes, dans les interstices en fait. Est-ce que vous pensez qu'il est plus facile de le décrire toujours avec esthétique quand on en est un peu éloigné? En gros, est-ce que vous mettrez la même beauté pour décrire des situations violentes que vous traversez vous-même, par exemple? Ouais, c'est une bonne question, mais oui, je pense, parce que justement là, je viens de finir un autre texte qui est pour le coup un récit. Donc là, on parle de roman, c'est vraiment de la fiction, mais
Et je me rends compte que en fait, j'ai besoin de revoir le texte d'une façon qui le rende, enfin, en tout cas à mon goût, plus réécrit, plus, enfin, beau à lire, enfin plus littéraire, mais parce que ça m'apporte aussi le recul et un peu l'objectivité qui manque dans la subjectivité de l'écriture elle-même, qu'on écrive d'ailleurs de la fiction, de la poésie ou de la non-fiction en fait. Donc oui, je pense que moi ça reste toujours dans mon processus d'écriture. Ouais. Euh, Moi, je dirais que en fait, cette question, c'est la question du travail de la forme. Et que du coup, pour moi, les textes que j'écris sont très différents, mais en fait, un peu comme toi, Raouz, aussi, d'un texte à l'autre, la plume change énormément. Et moi, je dirais que chaque texte appelle une forme différente. J'ai pas une écriture qui est forcément homogène, en fait. D'un texte à l'autre, c'est très différent. Et je pense que chaque idée appelle un format, un genre ou un travail de la langue qui diffère. En tout cas, pour moi, c'est comme ça. Enfin, j'ai l'impression que ça va être une exploration formelle qui sera liée aussi à une thématique. Donc, peut-être dans un projet, ça peut être une écriture comme ça, un peu lyrique, un peu expansive. Et dans un autre projet, au contraire, ça sera une écriture du silence, très minimale. Et en plus, toi, il me semble que tu travailles aussi sur des projets artistiques au-delà de la pure écriture, donc j'imagine que ça enrichit aussi tes différents styles, en fait, d'approche créative. Merci. Je vais rapidement pour le public faire les speeches des ouvrages. Comme disait au début, elles sont là en équipe. Hein. Elles sont toutes éditées chez Édition Projectile, c'est une team. Donc, Couronné d'oiseaux d'Estelle Coppolani, c'est un recueil de poèmes, comme elle a dit, qui parle de guérison, mais pas que. Nous sommes à La Réunion, ça parle de marronnage, les figures sont toutes féminines. Il nous expliquera pourquoi. Ça parle de marronnage, ça parle d'empreintes que je découvre d'ailleurs, je découvre la Réunion à travers ces deux ouvrages, d'empreintes indiennes, d'empreintes asiatiques. Il est question de délivrance, il est question de création, d'appartenance à la terre et des ancêtres également. Il y a un lien très fort entre les deux ouvrages. De toute façon, ça parle de la Réunion. Et admission de Raouz Pedra, là, s'il est question de Raïssa, une réunionnaise qui se retrouve en France, qui a eu une des études plus ou moins brillantes et qui passe le concours d'agrégation en lettres modernes. Et dans le jury, comme on l'a évoqué un peu plus tôt, il y a parmi les professeurs qui l'examinent un ancien compagnon avec qui elle a une relation qui s'est pas très bien terminée. Donc il est question d'immigration, il est question d'exil, il est question de racines. Donc je vous invite, comme Réassi l'a dit, les livres sont disponibles et si vous êtes intéressé, vous pourrez vous les procurer. Ma prochaine question, donc elle est pour toi, Estelle. Moi j'ai découvert, moi je suis originaire du Gabon. Et l'image qu'on a souvent de la Réunion, c'est ce lien-là avec l'Afrique, j'en dirais de l'Afrique continentale et la métropole française. Et dans ton roman, dans ton recueil de poèmes, excusez-moi, on découvre qu'il y a une empreinte non négligeable indienne. Il y a des racines indiennes très fortes. Tu imagines même des moments, j'ai envie de dire, des moments de galère entre les déportés africains et les travailleurs indiens dans des champs. Comment t'es venu ce projet-là pour réunir en fait ces différentes figures de la société réunionnaise? Je pense qu'il est venu en vivant, enfin, en regardant la Réunion tout simplement. Puisque c'est pas quelque chose de fictif, c'est quelque chose qui est présent dans la composante du peuple réunionnais. C'est très marqué, enfin, dans tous les domaines, dans le sens où l'empreinte indienne, si on peut dire, ou même l'empreinte asiatique au sens large, hein, puisque les communautés qui sont venues principalement au moment de l'engagisme, mais pas que, c'est-à-dire il y avait aussi au moment de l'esclavage, il y avait aussi
des esclavisés qui venaient d'Inde. Et ensuite, il y a eu on va dire, des migrations massives au moment de l'engagisme, donc après 1848, avec des personnes qui venaient de Malaisie, de Chine, donc du sud de la Chine. Et donc ça a marqué de façon durable le paysage réunionnais. Et même dans le début du XXe siècle, on a eu aussi une forte affluence du Gujarat, donc du nord de l'Inde. Donc les composantes asiatiques sont très importantes, marquent vraiment le territoire dans la culture, les religions, la gastronomie, les vêtements. Enfin voilà, c'est très rare dans une famille réunionnaise de pas être mélangé. Je veux dire, les familles sont composées d'indo-descendants, d'afro-descendants, de descendants de chinois. Voilà, c'est un peu comme ça que ça se vit. Voilà, la réalité réunionnaise. Et moi, ce qui m'a donné envie de faire cohabiter les personnages, c'est que je trouvais que quand je lisais la littérature, quand je lisais un peu la génération qui me précédait, en fait, il y avait une adoption dans les motifs littéraires de la question de la plantation par la racialisation des motifs. C'est-à-dire on trouvait par exemple, on trouvait le roman qui travaillait la question noire. Ensuite, on trouvait la poésie qui travaillait la question indienne. Et tout ça était séparé. En fait, il y avait des prototypes racialisants qui étaient séparés. Et moi, je trouvais que ça correspondait pas à ce que j'expérimentais au niveau intime, au niveau de ma famille. Et je trouvais que la complexité de la société réunionnaise, c'était que nos liens étaient intriqués entre communautés. Et donc, j'avais envie de raconter comment les communautés se rencontraient et comment elles s'entraidaient aussi, puisque j'ai fictivement placé sans vraiment expliciter, mais j'ai placé un peu les poèmes dans un contexte qui serait celui de la transition entre la fin de l'esclavage et le début de l'engagisme. Et donc pour moi, c'est un moment de choc des cultures, parce que c'est un moment notamment, on peut imaginer que c'est le moment où on parle le plus de langues à La Réunion. C'est-à-dire c'est un moment où les langues ne sont pas encore perdues, où le créole est en formation, donc c'est un créole qui emprunte beaucoup aux langues malgaches et tamoul. Puis il y avait un fort quotient de la population qui a été esclavisée, déportée, qui venait de Madagascar. Et donc pour moi, ce moment-là, c'était le moment de boom linguistique, tel que je l'imagine. C'est le moment où on devait parler énormément de langues, qu'elles soient sud-asiatiques, qu'elles soient est-africaines, qu'elles viennent aussi... il y a eu beaucoup d'engagés qui venaient aussi des Comores. On a beaucoup l'idée que les engagés sont asiatiques. Or, parmi le plus grand nombre d'engagés, il y avait des Comoriens. Donc pour moi, c'était une façon aussi de travailler toutes ces questions de réinstiller un petit peu de complexité dans le récit post-colonial qu'on avait fait autour de la Réunion, qui est un récit très simplifié. C'est très simpliste, c'est très réducteur, on parle beaucoup de vivre ensemble, etc. Ce qui est aussi une façon de ne pas poser la question de la violence. Parler de vivre ensemble, c'est nier en fait la façon dont la racialisation, elle s'est rejouée dans un contexte post-plantation. Donc moi, je voulais réinstiller un petit peu de complexité à ces images que je trouvais très stéréotypées. Voilà, le roman indien, le livre malgache, le livre indien. Donc je voulais faire cohabiter un peu tout ça. Et je voulais aussi raconter les rencontres entre des personnages que j'ai imaginés, mais c'est aussi des archives que j'ai consultées. Par exemple, il y a une archive que j'ai consultée quand j'écrivais le recueil à la bibliothèque départementale de La Réunion. Je lisais le travail historique de Michel Marimoutou. Elle a beaucoup travaillé sur le lazaret de la Grande Chaloupe, qui est un endroit où quand on déportait des populations, on les mettait en quarantaine pour vérifier qu'il n'y ait pas de maladies qui se répandent. Et elle a travaillé beaucoup autour de ce lazaret-là, donc dans le nord de l'île. Et elle s'intéressait aussi aux premières manifestations par la photographie des traces de théâtre. Donc dans les différents camps, là où on faisait venir des populations, on les mettait dans des camps. Donc ça, c'est des camps aussi qui sont avec des prototypes raciaux tels que la colonie les a imaginés. Donc il y a le camp des Malabars, c'est-à-dire
ce serait les Indiens, le camp des Mozambicains, sachant que c'était faux, c'est-à-dire que les gens qui étaient là, ils venaient de plein d'endroits. C'était pas forcément des Mozambicains, c'était pas forcément, voilà. Et du coup, elle a aussi trouvé beaucoup de photographies, mais bon, il faut aussi mettre en doute ces photographies, parce que c'est des colons, c'est des blancs qui prennent les photographies. Donc, est-ce que les gens qu'on voit sur les photographies, est-ce qu'on les a habillés, est-ce qu'on les a mis ensemble alors qu'ils ont rien à voir? Enfin voilà, il y a toute une mise en doute aussi de la question de l'archive coloniale. Et elle, moi j'avais lu quelque chose qui m'avait frappé, c'est qu'elle avait raconté des techniques des stratégies qui avaient été mises en place dans cette période de camp, c'est-à-dire la période à partir de 1848, où on crée des camps différents dans les villes qui sont en train d'être urbanisées. Elle disait qu'en fait il y avait des stratégies de survie de religion. Donc il y avait certaines communautés qui étaient autorisées à prier, et d'autres communautés qui n'étaient pas autorisées. Et elle disait que comme les administrateurs ne reconnaissaient pas les peuples et n'entendaient pas les langues et confondaient tout le monde, mettaient tout le monde dans le même panier, il y a des gens qui ont compris que certaines communautés avaient le droit de prier, donc disaient qu'ils appartenaient à une communauté à laquelle ils appartenaient pas. Et donc cette stratégie, par exemple, d'entraide, ça m'a intéressée, et c'est ce que j'ai essayé d'imaginer dans le recueil. J'imaginais aussi, où par exemple, au bout d'un moment, je raconte que il y a un personnage qui va prier dans une communauté, et en fait elle va prier ses propres ancêtres, mais face à des images de divinités qui sont pas les siennes. Et ça, par exemple, c'est des idées que j'ai eues en fréquentant les archives. Donc je voulais montrer comment dans la grande confusion et la grande imprécision coloniale, il y a eu des stratégies qui ont utilisé la catégorie coloniale et qui ont utilisé les outils de la colonie pour déjouer en fait ce qui était à l'œuvre, à savoir la destruction de la culture, la dépossession, la christianisation forcée. Donc je voulais montrer que là-dedans en fait il y avait eu de l'intelligence et de la solidarité à l'œuvre, et qui avait même pas été comprise en fait par les colons. Ma réponse était un peu longue. Mais elle est pertinente, et elle m'a évoqué un des poèmes donc de ton recueil. Je crois que c'est le tout premier que je considère moi comme un mythe fondateur. C'est Mère de lait. Donc aujourd'hui, au niveau de l'art, mais plus largement au niveau de la société réunionnaise, est-ce que ces mythes, moi je sais pas s'il est créé par toi ou il existe réellement au niveau de la Réunion, ces mythes, ces histoires au niveau de l'art, est-ce que elles sont une, ou alors on a des mythes fondateurs, comme tu le disais un peu plus tôt, des Malgaches, des Indiens, des Asiatiques. Est-ce qu'aujourd'hui il existe en 2026 des dominateurs communs, une société réunionnaise où on a plusieurs communautés qui cohabitent sur les terres? Bah, je pense qu'on a plusieurs communautés, hein, d'autant plus que les migrations continuent d'opérer. Enfin, je veux dire, on a des gens qui sont arrivés très récemment sur le territoire depuis une ou deux générations, que ce soit des Sri Lankais ou alors même des Malgaches. Enfin, il y a plein de migrations qui continuent d'arriver. D'ailleurs, on a beaucoup de Français aussi qui viennent, et donc il y a des Français qui sont là depuis deux générations. Donc il y a beaucoup de migrations récentes. Et je dirais qu'après le mythe fondateur réunionnais, je sais pas s'il existe vraiment. Il a été produit par l'Office de tourisme. On pourrait dire que le mythe fondateur réunionnais, c'est l'Office de tourisme qui l'a produit à travers le vivre ensemble, qui ne veut rien dire. En fait, s'il y avait vraiment un vivre ensemble, pourquoi les propriétés foncières sont pas acquises par les afrodescendants? S'il y avait vraiment un vivre ensemble, pourquoi, je veux dire, enfin, si on veut vraiment poser la question du peuple réunionnais, il faut poser les vraies questions: la propriété terrienne, les entreprises, le monopole de l'import-export, qui aujourd'hui est détenu par pas des descendants de personnes esclavisées comme vous imaginez. Donc ça, c'est, moi je dirais que le mythe fondateur de la Réunion, il est produit par l'Office de tourisme, et il est produit par la France qui veut rendre touristique ces anciennes colonies. Et donc moi, ce que j'ai utilisé, c'est un prétexte, la mer de lait. C'était encore une fois, c'est une réponse un peu aux écrivains qui m'ont inspiré et qui me précèdent. J'ai utilisé le mythe de la mer de lait. Alors je l'ai pas inventé, c'est un mythe qui vient de la cosmogonie hindoue.
Il a déjà été travaillé dans le contexte de l'océan Indien, enfin des Mascareignes, donc Maurice et la Réunion surtout. Et je l'ai utilisé parce que, en fait, je trouvais que la mer était un espace qui était très chargé par la mortalité, par le génocide, et j'avais envie de raconter une mer de la naissance. J'avais envie de retravailler cette question de la violence par la vitalité, donc c'est pour ça que beaucoup de mes personnages sont des mères qui enfantent, parce que cette histoire de déportation, de mise en esclavage, de traversée plus ou moins volontaire avec l'engagisme, c'est une histoire de mise à mort, mais c'est aussi, on dit souvent que la fin du monde arrive. Enfin, l'Occident dit souvent que la fin du monde arrive, et beaucoup de personnes répondent, mais nous, on a déjà vécu la fin du monde, et on l'a traversée, on a enfanté, et en fait, moi, je suis l'enfant de cette fin du monde. La fin du monde, on peut dire qu'elle a commencé en 1492, en fait, pour les Amériques. Pourtant, on a survécu à la fin du monde. Dans l'océan Indien aussi. On a survécu à la fin du monde, on a survécu au génocide. Donc c'est une façon pour moi de parler de la mer, en disant cette mer-là, elle a, malgré tout ce qu'elle a charrié, en fait, elle a aussi enfanté. Donc il y a une coexistence pour moi de cette question de la mise à mort et de la survie. Donc le mythe de la mer de lait, en fait, c'est dans la cosmogonie, c'est hindoue, c'est un mythe de la naissance des êtres, des essences, des divinités. Et je l'ai réutilisé parce que je voulais que l'espace de l'océan Indien, on puisse aussi le concevoir comme un espace qui a donné vie. On a fait on a traversé des horreurs et malgré tout, on a enfanté. Enfin, voilà, je suis devant vous, hein, donc. Nous sommes bien contents. Raouz, il y a aussi question de racines indiennes dans ton roman, parce que ton personnage principal, Raissa, son grand-père, je crois, était indien. Je crois que c'est important de rappeler aux gens qui connaissent pas bien la Réunion qu'il y a une empreinte, comme je disais au début, qui est pas non négligeable sur Terre. Toi, j'avais une question à te poser à propos de la construction de ton roman que j'ai trouvé très original. Donc on accompagne Raissa qui prépare la présentation de son examen. Et pour accompagner le lecteur, il y a le parallèle avec le film. Tu m'as fait travailler, hein, j'ai dû le regarder. Il y a le parallèle avec le film Orphée, réalisé par Jean Cocteau, sorti en 1950. J'ai trouvé assez original. En fait, le personnage évolue, l'histoire en fait racontée par Raissa qu'on compare. Donc j'ai fait rapidement le lien entre Raissa, Antoine, son examinateur et ancien compagnon, sa femme, et Orphée, la princesse et Eurydice. Comment t'es arrivé l'idée en fait de faire avancer comme ça au cours des pages ces deux histoires? Donc l'idée, c'était mon point de départ, c'était évidemment mon personnage Raissa, qui est pour moi en fait le cœur même du parcours qu'elle veut raconter. On reste dans le mythe en fait, mais un mythe que mon personnage se réapproprie pour créer sa propre traversée. Et la traversée, c'est l'épreuve finale, l'oral, le grand oral en fait d'admission, d'où entre autres le titre. Mais moi, ce qui m'intéressait surtout, c'était de me servir en fait d'un examen oral pour dire en fait voilà, maintenant moi je vais prendre la parole et je vais vous dire ma vérité et je vais vous dire ce par quoi je suis passée pour être devant vous. Et donc je trouvais tellement logique de prendre, puisque je savais que je voulais que ce soit quelqu'un qui ait fait des grandes études, de prendre l'oral et donc de m'emparer d'un sujet. En réalité, le sujet, c'est un sujet qui est vraiment tombé à l'agrégation de lettres modernes il y a quelques années, alors au test de cinéma, la leçon de cinéma ça s'appelle. Et donc moi j'ai j'avais regardé un peu tous les sujets, mais celui-là pour moi c'était clair que ça pouvait bien coller à l'histoire que je voulais raconter, donc cet amour, on peut dire avorté avec cet ancien professeur. Et aussi parce que dans la réinterprétation de Cocteau du mythe d'Orphée, il rajoute un troisième personnage qui est la princesse, comme vous l'avez bien expliqué. Et en fait, la princesse, elle a la maîtrise du destin. Et quelque part, j'étais là, mais en fait, oui, Raissa, au final, on se rend compte que c'est elle qui reprend son destin en main et qui finalement finit en fait sa traversée et atteint en fait ce qu'on appelle l'apogée dans un mythe. Et donc elle se dit en fait à travers cette orale. Et
ce qui était important pour moi d'en raconter cette histoire d'amour, c'était plus pour partir de l'intime, pour raconter quelque chose de très politique en fait. Qu'est-ce que c'est déjà être réunionnaise, être française, faire une grande école française sans se sentir française. Je voulais aussi un personnage, comme vous l'avez dit, son grand-père était indien, donc tamoul, mais sa grand-mère est cafre, donc son père est un peu entre les deux, et sa mère en fait une créole blanche, comme on appelle petit blanc à la Réunion, donc qui vient d'une lignée, de petits exploitants et d'esclavagistes, mais on peut dire plutôt de la catégorie plutôt pauvre que grand propriétaire. Et donc je voulais raconter à travers elle une complexité, surtout un point de vue en fait, parce que il y a une essentialisation qui peut parfois s'observer quand on vit en métropole, des personnes qui viennent en fait de l'outre-mer, comme étant tous venant d'une masse un peu uniforme et n'ayant pas forcément chacun individualité avec un propre désir, une propre envie. Et en fait, mon personnage Raissa, c'est apporter cette complexité et aussi son regard à travers cet homme qu'elle a aimé, de ce que c'est que le métropolitain. Donc c'est l'homme en plus de l'être, c'est le professeur. Donc il y a tout ce qui va avec aussi le côté paternalisme, le blanc, le plus âgé, qui est arrivé, qui a déjà sa carrière, et elle qui a une carrière en devenir. Donc voilà. Et pour moi, l'œuvre de Cocteau, ce film, qui est quand même, peut-être qu'il l'a pas fait exprès, mais en tout cas assez féministe, c'était vraiment ce qu'il me fallait pour me servir de prétexte pour explorer tout ça en fait autour. Le parallèle est bien fait. On vous l'a pas dit, hein, vous avez droit à poser des questions. Je vais juste faire une petite remarque. J'ai eu quelques difficultés à lire l'admission. Je vais dire pourquoi. Je me battais, en fait, il fallait que j'arrive à me sortir de la tête qu'il s'agissait pas en fait de l'histoire de l'écrivaine elle-même. À chaque fois, en fait, je devais me dire, mais en fait, non, Raissa, c'est pas Raouz. Plusieurs fois, j'avais l'impression, en fait, que c'était votre vie que j'étais en train de lire. Mais je crois que c'est pas le cas. Est-ce qu'il y a tu voulais ajouter quelque chose à ce sujet? Non, c'est pas le cas, mais ça fait plaisir. Ça veut dire que j'ai une imagination suffisamment nourrie pour créer ce genre de personnage. Tout à fait. Est-ce qu'il y a des questions dans le public? Bonjour à tous. Du coup, moi, je suis arrivé un peu en retard, donc j'ai pas bien suivi la présentation des deux livres que je n'ai pas lus pour le coup. Mais j'étais très intéressé par la discussion sur l'esclavage, etc. Et vous avez parlé plusieurs fois de quelque chose que je connais pas et qui m'a intéressé, c'est l'engagisme. Et c'est revenu à chaque fois des engagés, etc. Si vous pouvez un peu élaborer là-dessus, ce que c'est un peu. Oui, peut-être j'aurais dû préciser. Donc, ce qu'on appelle l'engagisme, c'est une gestion de la plantation qui a succédé à l'abolition de l'esclavage. Donc, quand il y a la deuxième abolition de l'esclavage en 1848, donc l'abolition définitive, ça avait été rétabli par Napoléon, il faut trouver un moyen, donc essentiellement dans les colonies françaises et britanniques, il faut trouver un moyen de remplacer la main-d'œuvre. Et donc, à ce moment-là, on met en place ce qu'on appelle l'engagisme, qui est un système d'exploitation de travailleurs qui est construit juridiquement sur un autre système, donc un système de reconnaissance juridique des personnes. Et il y a un contrat en particulier, hein, c'est une convention franco-britannique qui permet d'établir dans les comptoirs français et britanniques beaucoup de contrats où on propose un petit pécule ou un petit contrat de travail agricole généralement, mais pas uniquement, à des personnes qu'on va envoyer dans différents endroits. Donc il y a l'océan Indien, il y a la Caraïbe, il y a les îles Fidji, et il y a les territoires guyanais, donc Guyane et Guyana. Et ça, c'est les espaces principaux où il y a eu ces travailleurs-là, ces travailleuses-là aussi, puisqu'il y avait quand même pas mal de femmes aussi. Et il y a également des espaces plutôt les Comores et quelques pays est-africains qui ont fourni à la Réunion aussi cette main-d'œuvre-là. Et donc cette période de transition, en fait, c'est un moment où j'ai placé fictivement le recueil. Et ça m'a intéressé aussi parce que en fait, quand on regarde
les archives, moi j'aime bien travailler un peu avec les archives, comme c'est la première fois où dans l'espace de la plantation, il y a des personnes qui sont reconnues dans leur humanité, qui ne sont pas blanches. C'est la première fois que ça arrive dans ces colonies. Il y a un système de défense de droit qui est mis en place, surtout dans les colonies britanniques. En fait, à chaque fois que la plantation elle se réorganise avec un officier de gendarmerie. Et donc, cette période-là, elle est intéressante parce que c'est la période où on voit aussi comment il y a les premières organisations juridiques avec en fait ce qu'on pourrait appeler des syndicats de travailleurs. Ça m'a intéressé parce que c'est quelque chose qui est peu connu. J'ai trouvé ça encore une fois chez des historiens. Et donc, il y a des mouvements de révolte qui sont assez importants. En fait, c'est un moment de revendication sur lequel on s'appesantit pas forcément. Mais il y a des histoires de révolte qui m'ont intéressée, qui sont assez frappantes, des refus de travailler. Il y a aussi beaucoup les constitutions donc de défense de droits. La colonie britannique, elle force les officiers de gendarmerie à prendre les dépôts de plainte. Donc, on trouve aussi des dépôts de plainte qui sont relatifs à des violences sexuelles. C'est la première fois qu'une femme peut faire remonter des plaintes pour viol, voilà, pour agression sexuelle. Et ça, c'est grâce à une chercheuse qui vient de passer un doctorat à La Réunion, Sheila Narayan, que j'ai su ça. Donc je me suis intéressée à toutes ces archives-là pour encore une fois donner une vision de l'engagisme qui soit pas uniquement l'engagisme aussi c'est les asiatiques, donc non, pas forcément. Il y avait aussi des Africains. Et puis aussi c'est le moment où du coup peu à peu on capitalise, on arrive à construire quelque chose. Non, en fait on arrive à une condition meilleure au début du XXe siècle parce que dans toutes les époques, tout le temps les gens se battaient. Voilà, c'était ça que je voulais montrer en fait, que il y a un combat continu et les solidarités, les communautés se sont organisées, entraidées quand elles le pouvaient. C'était un peu ça l'idée pour moi, de placer vraiment cette temporalité esclavagisme-engagisme pour qu'on arrête de considérer que c'est une rupture en fait. On considère que c'est une rupture, mais non en fait, il y a une continuité de combat bien avant, pendant, après, voilà, c'est ça que je voulais montrer. Merci, d'autres questions? Bonjour à toutes les deux. J'aime beaucoup le mouvement que fait votre duo. Pourquoi? Parce que dans la manière dont vous écrivez, et c'est là ma question, pour Rose, je trouve que quand tu écris, on se connaît donc quand tu écris, je trouve qu'il y a une forme de mélancolie. Si on devait dire que chaque personne qui écrit travaille un matériau, j'ai l'impression que le tien, c'est une mélancolie qui met le lecteur en face de certaines vérités et qui le force à les regarder. Enfin, c'est même pas qu'il le force, qu'il le regarde elle-même, mais donc en tant que lecteur, on est entraîné à la regarder aussi. Et ma question, c'est en quoi cette mélancolie-là te guide en fait quand tu écris. Et pour Estelle, j'ai plutôt l'impression que c'est une écriture de la consolation. Et tu l'as dit tout à l'heure pendant ton intervention que tu ne veux pas que ça soit juste que les choses soient décrites uniquement à travers la violence, mais aussi à travers la naissance. Voilà, donc pareil. En quoi est-ce que ce rapport à l'écriture là t'amène toi? Est-ce que ça t'amène quelque part? Est-ce que c'est une position que tu as décidé d'avoir? Et toutes les deux d'ailleurs, ou est-ce que c'est quelque chose qui se révèle pendant que vous êtes en train d'écrire, où vous dites ça ne peut être que ça? Je sais pas si c'est très clair. Ouais, non, c'est clair et merci beaucoup. Oui, alors ouais, c'est vrai que c'est assez habité, ce texte, par la mélancolie, je pense. Mais je crois que si j'avais, comme je disais tout à l'heure, en fait, une idée de départ assez claire quand j'ai voulu écrire ce texte, je pense qu'il m'a vraiment entraîné dans des émotions que j'avais pas anticipées. Parce que c'est vrai que quand on commence à imaginer un personnage, on devient, en tout cas moi, quand je commence à écrire, je deviens ce personnage. En plus, c'est celui d'une jeune femme, donc c'est peut-être encore plus facile. Et on s'approprie son histoire en fait.
Et donc oui, ça m'a mis face, oui, à un sentiment de mélancolie, peut-être aussi de nostalgie d'un territoire aussi, puisque je ne l'habite plus, donc l'océan Indien et la Réunion en particulier. Je pense que ça m'a nourri beaucoup dans les étapes qu'elle traverse en fait pour l'écrire, et je pense que jusqu'au bout je suis allée jusque ça. Alors c'est vrai qu'on m'a souvent dit il n'y a pas de rédemption quoi dans le texte. Et c'est vrai, mais en même temps, pourquoi est-ce qu'il faudrait absolument un texte avec une rédemption? Je vois pas pourquoi. Oui, son histoire finit mal. C'est comme ça, mais en même temps, c'est fondateur. Elle raconte quelque chose de fondateur qui fait qu'elle est devenue, entre autres, la femme qu'elle est aujourd'hui, qui a cette prise de position-là et ce pouvoir. Et donc, j'espère que, quand même, à un moment donné, elle sort aussi, elle, peut-être moi, pas dans l'écriture, mais elle, dans son histoire, de cette mélancolie aussi, en fait. Moi, je dirais que les intentions du texte sont floues au moment d'écrire et qu'en fait, ça se révèle à l'écriture. Donc, effectivement, la consolation a été présente, mais je dirais pas que c'était quelque chose que j'ai songé. En fait, quand j'ai écrit, j'avais délimité des sections qui étaient plus liées à des lieux à La Réunion et à des saisons. C'est plus ça qui a guidé mon écriture. J'ai imaginé le déroulement des saisons, en fait. J'ai imaginé de l'été jusqu'à l'hiver austral. Et c'est comme ça que j'ai écrit. Donc, par exemple, tout au long du livre, il y a la présence de beaucoup d'arbres et de fleurs. Donc, en fait, ça, ce qui m'a guidé, c'était d'imaginer un temps comme ça qui se déroulait. Et je dirais qu'après, quand j'ai écrit, j'avais une activité onirique très, très, très intense. Et en fait, l'écriture souvent, elle nous précède. C'est-à-dire, elle précède les intentions, elle précède tout ce qu'on peut imaginer. Donc, évidemment, je lisais beaucoup de choses, de la poésie, des romans, les archives dont je vous ai parlé, parce que je savais que j'avais l'envie de travailler la question des solidarités entre les femmes. C'était primordial. Mais ensuite, le poème, finalement, il existe. Et on se rend compte après, en quelque sorte, de ce qu'on a commis. Hein. En tout cas, pour moi, je me suis rendu compte après, par exemple, cette question de la filiation, j'ai pas du tout calculé. Et ben alors, quand j'ai relu, j'ai dit, mais ça parle que de mère et de fille, cette affaire-là. Je m'en étais pas du tout rendu compte. C'était totalement inconscient, en fait. Une dernière question. Puis quelques secondes. Ouais. Après, c'est vert. Ouais. Donc c'est bon. Merci. Alors j'avais une question à chère Estelle. Oui, je suis très intéressé par cette notion de la guérison. Ça m'a fait penser à ma grand-mère qui était donc faisait une pratique artistique de guérison, donc qui dans la cosmogonie Congo qu'on appelle le Kinginzila, qui est le théâtre de guérison. Donc, elle pratiquait pour guérir. Ça pouvait être les mots de la société en rapport à l'histoire, en rapport à la société. Ça pouvait aussi être des maladies de folie. Ça pouvait être des incompréhensions, tout et tout. Une espèce des rites qui duraient, mais qui prenaient son essence dans la parole. Ouais, c'était beaucoup plus, il n'y avait pas de magie, de poudre, non, c'était à travers la parole, des chants, des façons de raconter, tout et tout, et qui permettait évidemment que le geste devenait catalyseur, cette parole articulée de telle manière devenait assez thérapeutique comme ça. Et dans sa tradition, bien évidemment, c'est quelque chose qui ne se transmet que de la grand-mère à la première petite fille. Donc c'est encore une histoire de femme à femme, parce que c'est une tradition qui est purement matrilinéaire et qu'il n'y a que les femmes qui avaient ce pouvoir-là de compter, de guérir, de jouer par la parole pour guérir, pour soigner, et c'était complètement matrilinéaire. Et tout à l'heure, quand je vous ai entendu au début parler évidemment de guérison, que vous avez écrit ce recueil-là pour guérir, du coup j'ai fait le point. En quelque sorte, j'ai essayé d'établir non, j'ai pas essayé d'établir, ça m'a fait penser plutôt, évidemment, à cette écriture, à ce geste de ma grand-mère qui, évidemment, face à l'histoire, face à la société, comptait et jouait pour guérir. Alors la question que j'aimerais vous poser, qui n'est vraiment pas une question, c'est juste que ça m'a fait plaisir parce que ça m'a fait penser à la grand-mère. Comment vous êtes-vous prise pour arriver justement à faire cet acte de guérison à travers la poésie?
Merci pour l'histoire, cher Dieudonné. Je crois que en fait c'est un peu une histoire de famille dans le sens où encore une fois c'était pas nécessairement une intention qui a précédé l'écriture. Ça s'est révélé et en écrivant, je me rends compte qu'en fait c'est quelque chose qui m'a été transmis, puisque toutes les figures qui habitent le recueil sont des figures qui ressemblent aux femmes de ma famille. En fait, depuis petite, c'est un processus assez inconscient. Quand par exemple, j'écrivais une histoire, après j'envoyais à ma mère. Elle disait, mais la maison que tu décris là, c'est la maison de Tati. Toute l'architecture de la maison, comment c'était décrit, la pièce, la salle de bain, j'ai beaucoup intégré comme ça, par petits bouts. Et voilà. Ou alors, tout à coup, j'écrivais et le personnage, il avait une maladie, c'était la maladie de quelqu'un. Donc le personnage n'avait pas le nom, mais voilà, des choses comme ça. Et donc ma mère, à chaque fois, elle disait, mais là, tu parles de machin, là. Donc, c'était pas exactement, mais en fait, ça traverse l'écriture comme ça, de façon plus ou moins intentionnelle. Et bon, évidemment, les personnages préparent une tisane ou s'occupent d'une plante. Bon, bah ça, c'est ce que je vois autour de moi. Hein. Ça, c'est des choses que j'ai vues, hein, tout simplement. C'est des choses avec lesquelles on grandit, qu'on apprend parce que quand je vais à la Réunion avec ma tati, elle m'apprend un peu comment replanter une racine, ça comment cuisiner. C'est des choses qu'on intègre après dans un poème, quoi. Merci Estelle. Écrire le non-dit, il reste beaucoup de non-dits qu'on pourra pas aborder, malheureusement on est limité par le temps. Il y a encore de magnifiques tables rondes qui vont suivre. Donc je vous remercie, Estelle, Raoz, et vous public. Donc je vous rappelle que les œuvres sont disponibles. Vous pouvez vous les procurer maintenant ou un peu plus tard dans la journée. Merci à tous. Vous. Merci. Bonjour, Raoz Pellerin. Comment Bonjour. allez-vous? Ça va, merci. Ça se passe bien, Rive-Noire Littérature? Super bien pour l'instant. D'accord. Bienvenue dans l'espace presse d'Afrolivresque. Je suis Christelle Ngoulou, directrice du média afrolivresque.com. Et donc, dans cet espace presse, comme on s'adresse aux lecteurs et lectrices des littératures africaines et afrodescendantes, on est ravis de vous avoir ici. Et je vais parler au nom de notre communauté. On aimerait savoir, qu'est-ce qu'écoute en ce moment Raoz Pellerin? Qu'est-ce que j'écoute? Oui. Oh là là. Bon, d'abord, enchantée Christelle et merci de m'avoir invitée pour cette discussion. Qu'est-ce que j'écoute en ce moment? J'écoute... je suis en ce moment, j'ai fait un peu... d'ailleurs, ça se voit peut-être à ma tenue, une sorte de retour aux années 80. Et j'écoute un peu... pas mal Cyndi Lauper. Girl, just wanna have fun. Exactement. Parce qu'en fait, c'est vrai au fond. Hein. Absolument. Merci beaucoup. Pourquoi avez-vous accepté de venir aujourd'hui à Rive-Noire Littérature? Mais j'ai même pas hésité. J'avais hâte que cet événement arrive parce que depuis mon premier roman, j'étais à chaque fois invitée par Gangos et j'aime beaucoup sa façon de lire les textes. Donc pour moi, c'était clair que s'il allait m'inviter, et heureusement il l'a fait, j'allais me dépêcher de prendre mon billet de train et venir pour être ici parmi vous. Et je regrette pas parce qu'il y a vraiment des invités de très grande qualité. Merci. C'est votre deuxième livre que vous présentez pendant ce festival. Est-ce que vous vous souvenez, ou bien est-ce que vous avez... quel est ce moment qui vous a décidé à prendre la plume? Je n'ai pas vraiment le souvenir parce qu'en fait, je pense que depuis toute petite, j'écris. Par contre, le jour où j'ai décidé que c'est bien d'écrire, mais puisque tu aimes lire des livres, essaye d'en faire un de bout en bout, est venu quand j'étais enceinte de mon premier enfant parce que je me suis lancé ce défi en me disant, en fait, là, tu vas être mère, tu sais pas du tout à quoi t'attendre. Si ça se trouve, tu n'auras plus envie d'écrire. Donc, fais un livre, un truc concret avant qu'il naisse, et puis tu verras bien. Et en fait, mon premier roman est né de là, et puis heureusement, quand il est né, l'envie ne s'est pas arrêtée. Au contraire, ça m'a nourrie, j'ai eu envie de continuer. Donc, je pense que je vais avoir du mal à m'arrêter maintenant. Donc c'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre comme étrange de se dire. Pourquoi cette peur de
De ne plus vouloir écrire une fois que vous deviendrez mère. Bon, déjà, c'était mon premier enfant. Oui. Et donc, j'ai l'impression que j'allais entrer dans un monde où j'allais que j'allais être complètement une autre personne, si ça se trouve, que j'allais vouloir rien faire d'autre que de changer les couches, qui est aussi très bien. Mais en fait, je me suis dit, mais qui je vais être en sortant de la maternité? C'était pour moi une grande inconnue. Je me suis dit, écoute, là, avant ça, là, tu sais ce que tu es, ce que tu aimes. Donc fais-le, parce que si ça se trouve, dans quelques mois, tu diras, mais qui est cette folle? Je ne la reconnais pas, et donc voilà. Et donc en fait, finalement, pour moi, la maternité, je trouve que m'a enrichi, mais m'a pas changé fondamentalement. Ouais. Et donc l'expérience d'écriture de livres avant maternité et après maternité n'a pas été si différente que ça? Non, et même à chaque fois que j'attendais un enfant, je me suis dit, tiens, j'en profitais, là, je vais écrire avant qu'il naisse, parce que là, j'ai un peu de temps pendant mon congé maternité. Donc voilà. Pour pouvoir écrire les livres. D'accord. Merci aux enfants de House Pellerin. Et dans tout ça, l'écriture qui fait partie de votre vie, que vous faites en ce moment, est-ce que la lecture fait partie aussi du paysage? Est-ce que House Pellerin aime lire? Ouais, et j'ai une confidence, c'est que j'aime plus lire qu'écrire. Ouais. Parce qu'en fait, tout simple. Écrire, en fait, moi, je sors jamais indemne de mes manuscrits. C'est quand même un peu un tourbillon d'émotions, de travail aussi, quand même, qui m'épuise. Alors que lire, c'est passif. Enfin, non, c'est pas tout à fait vrai. Parce qu'on est quand même on rentre dans un univers aussi qu'on apprécie en général, parfois pas toujours parce qu'on peut se tromper. Mais on se dit au moins la responsabilité du texte, c'est pas la mienne, c'est celui de quelqu'un d'autre. Donc ça va très bien. Et j'aime lire, en fait, je peux dire grâce à ma mère qui, elle, avait pas le français n'a pas le français pour langue maternelle. Et je pense que dans sa volonté que ses filles maîtrisent bien la langue, nous achetait des livres tout le temps, quoi. Et c'est venu comme ça. D'accord. Vous avez mentionné un terme que je trouve très intéressant, la responsabilité du livre. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Parce la responsabilité du texte. Ouais, du texte, c'est vrai. Du texte. Parce qu'en fait, c'est... même quand... Alors là, pour l'instant, j'ai écrit 2 romans. Donc, des fictions, des personnages que j'ai créés, qui nous ressemblent toujours un peu, mais en fait, on dépose quelque chose sur la table. Notre personnage... un message, je dis pas politique, mais en tout cas une histoire. Et en fait, on le dépose et on dit au lecteur, maintenant, à vous d'en faire ce que vous en voulez, en fait. Mais c'est nous qui en accouchons. On est encore dans cette histoire de maternité, décidément, mais on en accouche, mais on dit, voilà, à toi le monde d'en faire quelque chose et de le façonner, donc le monde des lecteurs. Et finalement, je trouve que ça reste une responsabilité, en fait. Oui. D'assumer un peu, d'avoir mis ça sur la table. Ouais. Donc, lectrice. Donc, nous, notre média, on parle des littératures africaines et afrodescendantes. Et je voulais savoir, quelle est votre dernière lecture marquante? J'en ai lu pas mal ces derniers temps, je dois dire. Sachant que l'année dernière, j'ai lu beaucoup, mais j'ai eu beaucoup de déception aussi. Ça nous intéresse. Ouais. Non, ça va me tomber dessus. Un jour, je vais tomber moi dans la liste des déceptions des autres, donc je vais pas le faire. J'ai lu un texte. Il y en a beaucoup. Mais j'ai lu. Vous pouvez lire 3? Ok, super. Nous, ça nous intéresse. Super. Et j'ai lu le recueil de poésie de Audre Lorde, The Black Unicorn, je crois que ça s'appelle. Enfin, je l'ai lu en anglais, du coup. Magnifique, texte très fort, avec beaucoup de recueils de poèmes qui expliquent en fait ce que c'est que d'être une femme noire américaine, queer, en plus à une époque où c'était pas un terme qu'on utilisait si souvent. Donc j'ai trouvé ça très beau. Alors j'ai pas une excellente mémoire des textes, donc je vais pas vous réciter quelque chose, mais en tout cas je vous le conseille. Je pense qu'il est fondateur et je crois que je préfère encore plus sa poésie que ses essais au final. Donc voilà. J'ai lu aussi une autobiographie d'une artiste qui s'appelle Niki Tsinfa, une artiste franco-américaine qui est décédée depuis. Et en fait, c'est un texte un peu hybride parce que comme elle est une artiste, il y a des parties dessins
fait par elle-même, et des parties où elle parle de sa vie en fait aux États-Unis et en France, et du fait que c'est une femme qui vient d'une grande bourgeoisie, mais qui a toujours été dans la rébellion, et qui aussi a voulu vraiment quitter son foyer dans lequel elle se sentait dans un vrai carcan. Et en fait, je pense qu'en tant que femme, même si son expérience qui vient d'une bourgeoisie franco-américaine me paraissait quelque part très loin, en fait, dans cette volonté de quitter une façon dont on veut te façonner en tant que femme, dès le plus jeune âge, je me suis forcément retrouvée, en fait, et j'ai trouvé que c'était quand même un très beau texte. Donc voilà. Et puis, je suis en train de lire un roman, voilà, on passe un peu... Ah non, c'est pas un roman, c'est plutôt un texte qui est très très beau, et j'ai hâte d'arriver au bout, de Gaë Bellem. D'accord. Une Rionynaise qui commence à avoir une grande renommée internationale et qui s'appelle Le fruit le plus rare. Et en fait, ça parle de l'histoire de l'esclave Edmond Albius qui a découvert en fait comment créer une sorte... je explique très mal parce que j'ai pas la main verte, mais qui est en fait à l'origine de la création d'un type de vanille, donc endémique de la Réunion. Il a réussi en fait à féconder. C'est en tant qu'esclave qu'il a découvert les plantes, et en fait c'est hyper bien écrit. Moi qui justement suis pas du tout branchée plantes, en fait on se laisse complètement emporter dans cette histoire de cet enfant prodige en fait. Nice. Voilà. D'accord, ça donne envie. On a donc une belle liste là de recommandations. Alors, est-ce que vous avez, là on va retourner dans vos habitudes d'auteur, est-ce que vous avez un endroit spécial où vous aimez écrire, ou des rituels d'écriture? Alors moi je suis pas de légende, enfin j'en connais beaucoup qui arrivent à avoir une vraie discipline presque quotidienne. Moi je suis pas du tout comme ça. Bon d'ailleurs aussi parce que pour l'instant c'est pas, je travaille à côté, donc de toute façon même si je voulais je pouvais pas. Par contre j'ai besoin de me sentir en fait en vrai je dans juste une table et mon ordi, voire un cahier, même ça suffit. Alors j'ai des phases d'isolement où j'écoute de la musique pendant que j'écris. Et j'ai des phases où j'aime bien me confronter au bruit pour relire, pour voir si... dans le bruit, quand même, mon texte, il fait du bruit aussi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il porte quelque chose, et là, ça m'aide à le réécrire. Comme s'il vous ramenait... Ouais. Est-ce que lui aussi, il a sa propre musique, même quand il y a plein de gens autour dans un café ou quelque chose comme ça. Continuer à l'écouter. Ouais, voilà. Donc vous êtes le genre de personne qui, quand elle lit, elle entend, en fait. Oui, j'entends ma propre voix. Je sais pas si... Non, c'est un truc. J'ai découvert que c'était vraiment un truc. Je pensais que c'était quelque chose que tout le monde vivait, mais non, pas du tout. Non, c'est vrai. D'accord, ok. D'accord. Dans tout ce travail de promotion que vous faites, est-ce qu'il y a une question que vous auriez bien aimé qu'un journaliste ou une journaliste vous pose? Ah, il y a une question que je suis contente que vous ne me posiez pas, parce qu'on me pose souvent. D'accord. C'est à quel point est-ce une histoire vraie, ce texte-là. Et j'aime pas ce genre de questions. Bon, on va pas la poser alors. Parce que de toute façon, en vrai, on met toujours un peu de nous dans tous les textes, fiction ou pas fiction. Donc je suis contente de ne pas avoir à répondre à ça. Et une question que j'aimerais qu'on me pose, c'est est-ce que vous êtes contente finalement de vous être lancée là-dedans, dans cette aventure? D'accord, je vais le faire. Alors, Raouzi Pellerin, est-ce que vous êtes contente de vous être lancée dans cette aventure d'écriture? Alors, oui et non. Oui, je suis très contente parce que en fait, je me rends compte que ça faisait partie de moi, et je pense que pour l'instant, viendra un jour où j'arriverai à m'arrêter. Pour l'instant, j'arrive pas à m'arrêter d'écrire. Donc, je pense qu'il fallait vraiment que je réponde à cet appel intérieur. Maintenant, je suis rattrapée par... je voulais peut-être que l'écriture reste quelque chose de un peu du monde de mon intérieur, et je suis rattrapée par la réalité du monde de la littérature, et là c'est plus dur parce que faut s'adapter, quoi. C'est comme partout, hein. C'est une industrie, c'est un... vous parlez de promotion, alors là c'est pas pareil, parce que ça c'est la partie que j'aime, mais la partie que j'aime moins bien, c'est alors est-ce que avec l'éditeur il veut bien continuer avec moi, est-ce que ça vend assez, est-ce que que deviendra mon prochain texte, ou s'il devient quelque chose. Alors toutes ces questions, on n'aime pas trop se les poser quand on écrit, en fait. D'accord. Eh bien, merci beaucoup, Raouzi Pellerin. Eh bien, merci à vous, Christelle. J'espère que vous avez passé un aussi bon moment que moi. Tout à fait.
C'était très bien. Merci beaucoup. Bonjour Estelle Copolani. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien, merci. Et vous? Ça va, merci. Je suis Christelle Goulou du média littéraire en ligne afrolivresque.com. On est partenaire de l'événement Rive Noire Littérature et donc on est ravis de vous recevoir dans cet espace presse. Un espace presse où on veut que les lecteurs et lectrices d'Afrolivresque puissent découvrir une autre facette des écrivains et écrivaines. Et dans cette optique-là, je voulais savoir qu'est-ce qu'Estelle Copolani écoute en ce moment. Merci de m'accueillir déjà, merci de me recevoir. Alors en ce moment, j'écoute les nouveaux titres de Maya Kamati. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une musicienne de La Réunion, de chez moi. Et elle a sorti quelques nouveaux titres là que j'adore. Voilà, j'écoute les nouveaux titres, les nouveaux sons de Maya Kamati en ce moment. D'accord. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à accepter l'invitation Rive Noire Littérature en 2e édition? J'ai été invitée suite à une première rencontre en fait avec Gangouus au cours d'un podcast en fait, enregistré et filmé aussi. Et j'ai adoré la discussion qu'on a eue. Ça m'a vraiment beaucoup plu, surtout la qualité de lecteur qu'il a montré. J'ai trouvé que les questions qu'il a posées étaient fines. Oui, c'était vraiment des belles rencontres. Et je me suis intéressée aussi à son émission plus généralement. Et j'aimais beaucoup les auteurs et les autrices qu'il invitait. On va dire que son goût littéraire rencontrait le mien. Donc quand il a proposé de participer à ce festival Rive Noire, j'ai eu très envie aussi pour avoir la chance de discuter notamment avec Rose Pellerin là ce matin, mais aussi de venir écouter les autres écrivains. Tout à fait. Vous êtes poétesse, vous êtes dramaturge. Qu'est-ce qui vous a poussé à prendre le stylo et écrire? C'est un peu difficile de répondre à cette question parce que je pense que c'est quelque chose qui est naturel une fois qu'on nous apprend à écrire à l'école. Une fois que c'est un peu cette histoire une fois qu'on apprend à parler aussi, on n'arrive plus à s'arrêter. Vous savez, les enfants, par exemple, quand on apprend à lire aux enfants, ce que j'aime bien, c'est qu'ils se mettent à tout lire dans la rue. Par exemple, ils vont lire l'heure. Là, ils vont tout lire. Ils vont lire Afrolivresque, sur s'il y a quelque chose écrit sur un t-shirt, ils lisent. Dans la rue, par exemple, ils lisent tous les panneaux. Voilà. Donc c'est pareil avec l'écriture pour moi. Ça s'est passé de cette façon-là. Une fois qu'on m'a appris à écrire, j'arrivais plus à m'arrêter, ni de parler, ni d'écrire. Donc voilà, il y a une forme de... Moi, je viens d'une famille où on parle beaucoup, du côté maternel surtout. On est une famille de grandes bavardes. Et avec ma mère, on passait des heures à parler quand j'étais enfant, et c'est toujours le cas. Quand j'ai commencé à faire mes études, à aller à Paris, mes parents, à ce moment-là, vivaient à Marseille encore. Et du coup, j'allais en vacances chez eux. Et quand je revenais à la maison, ma mère me disait « On parle ?» Et je disais « Oui ». Et on allait sur le balcon. Et on parlait. Mais il n'y avait aucun sujet qui était choisi. Mais c'était juste un moment dédié à la parole. Et ça durait des heures. Donc on mangeait. Après, elle disait, on parle. Et on parlait. Et on parlait. Oui. Donc il y a un peu ce rapport-là. Presque, à un moment, c'était un rapport un peu comme ça, pléthorique, à une forme de logorée. J'écrivais aussi des pages et des pages et des pages et des pages. D'accord. J'écris tous les jours, mais bon, c'est pas de la littérature. Enfin, comment dire. J'ai un flow comme ça qui sort. J'aime bien avoir une écriture impromptue et un peu... pas automatique, mais qui est généré sans trop de réflexion. Et après, le travail arrive à partir du moment où on réécrit, peut-être. En tout cas, pour moi, je le vois comme ça. Il y a un travail à partir du moment où on réécrit. Et voilà, les formats sont aussi imposés par les projets. Moi, je m'intéresse à toutes les formes d'écriture. J'ai pas forcément de... Je me dis pas, tiens, je veux écrire un roman, ou alors je vais écrire de la poésie, ou... Je suis assez fluide comme ça. Et d'ailleurs, je m'entends aussi beaucoup avec des écrivains qui viennent plutôt, par exemple, du cinéma. Donc, pour moi, les auteurs avec qui je converse, parfois, sont des cinéastes. En fait, cinéastes écrivent beaucoup. Voilà, j'ai pas de... Je trouve que c'est intéressant, d'ailleurs, que vous ayez commencé par me demander qu'est-ce que j'écoutais en ce moment, parce que Maya Kamati, pour moi, c'est une des écrivaines qui m'intéresse le plus en langue réunionnaise. Donc, voilà, pour moi, toutes les écritures... m'inspire et je peux m'y prêter, quoi. Je peux me prêter à n'importe quel jeu. Alors après, je vais pas forcément réussir à
être intéressante dans tous les formats, hein. Mais vous, Mais ça me plaît. vous essayez, vous expérimentez. Ma question, c'était... oui, pardon. Je voulais savoir justement, parce que vous avez parlé de paroles, vous avez parlé de beaucoup d'échanges et tout ça. Je voulais savoir, c'est peut-être un peu étrange, mais parce que beaucoup d'auteurs disent que pour rencontrer souvent leurs personnages leur apparaissent et leur parlent. Et je voulais savoir si c'était votre cas. Comment vous les construisez, vous, vos personnages? Alors, je pense que quand les personnages apparaissent et nous parlent, c'est probablement quand on reste longtemps avec eux, notamment dans des formes narratives qui sont de l'ordre du récit. Moi, je dirais que je suis dans la narration, hein. Mes poèmes sont narratifs, mais je travaille des formes courtes. Que ce soit d'ailleurs du récit ou de la poésie, je travaille tout le temps des formes courtes. La dramaturgie, c'est très différent, parce qu'on travaille avec des acteurs au plateau directement. En l'occurrence, nous, on avait travaillé, moi j'ai coécrit une pièce qui s'appelle Résonance des révoltes silencieuses, et on l'a coécrit avec Yuri Romao et Ana Laura Nascimento. Et elle est l'interprète aussi, la conteuse. Donc la coécriture se passe aussi parfois au plateau, dans le corps directement, et elle est incarnée par aussi l'interprète. Et pour ce qui est des formes narratives, qui sont de l'ordre plutôt du récit, j'ai l'impression que c'est courant que les personnages viennent nous rencontrer, alors en rêve ou dans des sortes de rêves éveillés. Enfin, moi, en tout cas, quand j'écris des nouvelles, ça se passe comme ça. Par exemple, je vais aller à un concert et pendant le concert, j'écris. Donc, c'est-à-dire pendant le concert, je vois des personnages ou je vois ce qu'ils font. Et donc après, je prends des notes sur mon téléphone comme tout le monde, hein, je pense. C'est ce qu'on fait tous. Le téléphone, c'est le nouveau carnet. Donc voilà. Il y a le rêve aussi. Le rêve. Oui, le rêve. Quand j'écris, c'est des périodes où je rêve beaucoup. Les balades, se promener, marcher. Hein. Marcher, ça fait venir beaucoup de choses. Et pour les poèmes qui sont des formats plus resserrés, plus courts, parfois ça naît dans l'écriture pour moi. Donc c'est même pas quelque chose que j'ai imaginé ou conçu, où je me suis dit, ah tiens, je veux ce personnage. C'est très souvent, je crois que j'écris quelque chose, en fait j'écris autre chose. Et quand je finis, je me suis rendu compte que j'ai écrit quelque chose de différent, qui était imprévu. Et je disais tout à l'heure à la table ronde que l'écriture précède l'intention pour moi, dans le sens où je crois que je veux faire quelque chose, et le faisant, je me rends compte que j'ai fait autre chose. Et après, je me dis, tiens, en fait, j'ai fait ça, souvent. D'accord. Donc, vous vous laissez quand même guider parce que... D'accord. Est-ce que, une fois que ce flow est arrivé et que vous commencez à travailler vos textes, est-ce que vous avez des rituels particuliers pour écrire, des lieux particuliers comme ça? Oui. Alors moi, je suis une personne très... je suis comme un chat. J'ai des cycles et des habitudes. Vraiment, je fonctionne comme un chat. Si mes habitudes sont bouleversées, plus rien ne va. D'accord. Je suis une personne très journalière, très quotidienne. Alors évidemment, j'accueille aussi l'imprévu. Il faut bien vivre, hein, sinon on a une vie monacale. Mais c'est vrai que pour écrire, les périodes d'écriture, et même dans ma vie en général, moi j'aime respecter vraiment des horaires. Je suis une personne très diurne aussi. Je n'aime pas du tout la nuit. Je n'aime pas travailler la nuit, mais je n'aime pas non plus... moi, je dors la nuit. Voilà. D'accord. Pour moi, la nuit, c'est pour dormir. Ouais. Et rêver, du coup, que les personnages parlent. Voilà, exactement. Je suis quelqu'un qui me couche tôt et qui me lève tôt. Et donc, j'aime pas du tout... par exemple, je sais qu'il y a des gens qui aiment écrire la nuit, ou alors des gens qui aiment sortir la nuit parce que ça les met en contact avec des mondes. Enfin voilà, ça c'est aussi des stéréotypes, mais on a un peu des stéréotypes aussi des écrivains qui sont fêtards ou qui laissent advenir le monde de la nuit, parce que justement c'est le monde de la nuit, c'est le monde de l'imprévu, c'est le monde l'aventure, voilà, de l'aventure ou des choses comme ça. Bon, moi c'est l'inverse, je suis ennuyeuse et moi j'ai des rituels d'écriture qui sont matinaux. C'est vraiment le matin pour moi. Un endroit particulier? C'est chez moi. D'accord. C'est chez moi le matin, donc c'est mon bureau. J'ai la chance de faire des résidences d'écriture aussi, donc grâce aux résidences d'écriture, mon matin se passe parfois dans d'autres villes ou même dans d'autres pays. Ce qu'il me faut, c'est un bureau en fait. C'est un bureau, un espace calme. J'ai vraiment besoin de silence. Je suis pas du tout capable d'écrire dans le bruit. D'accord. Sauf si c'est un bruit lointain de ville, donc un trafic routier ou même les oiseaux le matin, des choses comme ça, mais des choses qui sont quand même plutôt sereines, plutôt calmes.
Et il y a des bruits parasites. Donc les bruits parasites, pour moi, c'est les conversations. Donc je suis complètement allergique au bistrot, au restaurant, au café. Oui. Les gens qui écrivent dehors, je comprends pas. Sauf encore une fois, si c'est par exemple un bruit de fond. Donc on est dans une ville très bruyante, mais c'est en fond et on distingue pas les conversations. Et si j'entends des conversations, que ce soit chez moi, que ce soit à la télé, voilà. Et en ce sens, c'est agréable d'être à l'étranger. J'ai pas fait beaucoup de résidences à l'étranger, mais j'ai eu la chance d'en faire une il y a un peu plus d'1 an en Inde, à Bangalore. Ouais. Et par exemple, c'est une ville extrêmement bruyante. Mais c'est une ville qui est très arborée. Et donc, il y a, on va dire, des petits écrins de verdure, parfois des parcs. Et là, je trouve que quand on trouve un petit endroit, un petit café ou un petit endroit où on peut boire du thé, là, pour moi, c'était plus facile parce que la langue de cet état, le Karnataka, c'est le Kannada. D'accord. Bon, je ne parle pas le Kannada. Il y a beaucoup de gens qui parlent en anglais aussi, évidemment, ou en hindi. Mais je parle que l'anglais de ces 3 langues. Donc, je comprends rien. Et ça, c'est agréable. C'est ça. Donc, vous n'avez pas besoin de porter l'oreille exactement. pour essayer de comprendre. Sinon, c'est... voilà. Moi, je suis une écrivaine de bureau. Absolument rien de romantique. C'est un boulot. Exactement, c'est un boulot comme un autre. C'est un boulot comme un autre. Et parce que je vois que vous êtes... Bon, je m'avance peut-être, mais il y a beaucoup de contemplation dans ce que vous racontez, beaucoup de calme. Et je voulais savoir, du coup, par exemple, là, récemment, qu'est-ce qui vous a inspiré récemment ? En ce moment, j'écris en étant inspirée de mon enfance. Je fais pas beaucoup ça, en fait, c'est peut-être même la première fois que j'écris à partir on va dire, une dimension aussi autobiographique, même si je recouvre tout ça par les habits de la fiction. Parce que je n'ai pas nécessairement envie d'emprunter des chemins autobiographiques ou même autofictifs. En tout cas, j'essaie le plus de m'éloigner. Ça me donne... En tout cas, moi, je suis plus à l'aise dans la liberté de la fiction. Mais comme c'est la première fois que je m'inspire de mon histoire, je vais donner quelques éléments. En gros, ma sœur et moi, donc on est nés à La Réunion et on a grandi à Marseille. Donc mes parents sont venus... Mon père est marseillais, ma mère est réunionnaise. Et donc on a déménagé et on a grandi à Marseille. On avait une expérience de La Réunion qui était de l'ordre de la diaspora, c'est-à-dire qu'on y retournait pendant les vacances, assez fréquemment jusqu'à 14 ans, parce qu'ensuite on paye le billet adulte pour le billet d'avion. Donc on y allait, et ensuite il y a une période de temps pendant laquelle on s'est absenté, enfin pour moi pendant 9 ans. Pendant 9 ans, je ne suis pas allée à La Réunion, donc c'est très long. Pendant cette période de temps-là, mes parents vivaient encore en France à l'époque, moi j'étais très alimentée par la langue, la musique. Donc la langue que ma mère nous a transmise et qu'on parle, donc réunionnaise, créole. La musique, évidemment, qui vient avec la langue. Les livres que j'arrivais à trouver, j'en avais quelques-uns. Et la cuisine, c'était les éléments les plus importants. Et bon, évidemment, correspondance d'abord épistolaire avec ma famille. Beaucoup de lettres quand j'étais enfant. Donc beaucoup à ma grand-mère, principalement. Ma tati et un cousin. D'accord. Mon cousin Mathieu. Big up à Mathieu. Big up Mathieu. Et ensuite, les appels téléphoniques. D'abord, ils étaient surtaxés. Il y a eu un moment où les appels téléphoniques, ils sont passés, ce qu'on appelait à l'époque vers les dom-toms, ils sont passés au même prix que les appels France métropolitaine. Ah, d'accord. Vous aviez les cartes aussi quand on rechargeait dans les téléphones Je me rappelle pas, donc je pense que non. D'accord. C'était lié à l'abonnement qu'on appelait à l'époque ADSL. C'était les abonnements Internet. Absolument. Et en fait, il y avait des forfaits qui pouvaient parfois diminuer les prix vers les dom-toms. Oui. Okay. Moi, je me rappelle qu'on appelait parfois, mais ça remonte, hein. On appelait dans les cabines téléphoniques. Oui, voilà, absolument. Je me rappelle de ça. Ouais. Et donc, il y a eu le moment premier email. Ma mère a créé une adresse mail, ma tati aussi. On s'envoyait genre 10 emails par jour. C'était incroyable. Et c'est génial. Ouais, c'est génial. Non, mais j'adore tout ça. En ce moment, je suis un peu là-dedans. Je me rappelle tous les premiers contacts. Et quelque chose de très important, c'était les colis aussi. Donc, on va dire 2 fois par an à peu près, on recevait des gros colis. Ça coûtait cher, hein. Je pense que ça coûtait extrêmement cher. On recevait à l'hiver en France, parce que du coup, c'est l'été à La Réunion. On recevait des colis de fruits. Et et on recevait sûrement une autre fois. Donc on recevait beaucoup de choses. Et aussi les disques de musique. Donc ma tante, ma tati, elle allait au concert, par exemple, d'un groupe. Et ensuite, elle nous envoyait le CD. Donc dans les colis. Donc voilà, tout ça a été le ferment de on va dire le ferment de mon lien à la culture réunionnaise. Et c'est pour ça que
j'ai eu un rapport à la langue qui a continué, parce que beaucoup de gens qui ont grandi en France oublient la langue. Oui. Soit ils l'oublient, soit un des deux parents ou les deux parents ne transmettent pas. Oui. Et nous, on a été dans une forme de recherche, je pense, de la langue. De la langue et le maintien. Et vous, du coup, vous parliez... donc, en fait, c'était vraiment dans la famille. Donc, vous n'aviez pas d'amis réunionnais avec qui vous pouviez échanger Quand j'étais enfant, non. Je n'avais pas rencontré de réunionnais enfant. J'ai rencontré, en fait, à Marseille, j'ai rencontré des Comoriens et des Malgaches. D'accord. Mais j'avais pas, dans mon entourage, j'avais pas d'amis réunionnais. Ça s'est fait plus tard, dans les études supérieures. Donc maintenant, je suis partie en Île-de-France faire mes études. Oui. Entre-temps, mes parents, il y a quelques années, sont repartis vivre à La Réunion. Et en fait, moi, j'ai rencontré, donc très récemment, en fait, il y a peut-être 4-5 ans, j'ai rencontré mes premiers amis réunionnais en Île-de-France. Donc maintenant, voilà, il y a la possibilité, exactement, il y a la possibilité de pratiquer la langue. Mais sinon, ça, c'était le contexte familial. Et j'en reviens au point de votre question. L'inspiration. Exactement. Je suis en ce moment dans donc un texte qui s'inspire un peu de tous mes souvenirs en tant qu'enfant, de comment j'ai rencontré le pays absent. Là, je travaille sur cette question de pays absent. Et donc, il y a la question de la langue que je viens d'évoquer. Oui. Et mon père a scanné, numérisé beaucoup de photos argentiques qu'il a fait. Et donc là, j'ai un album photo sur mon ordi. Il m'a donné les photos. En ce moment, je regarde beaucoup les premières années. Donc, les années 90, début des années 2000, quand on était enfant avec ma sœur, je regarde et je me remémorise beaucoup de choses pour écrire ce livre-là, qui est un recueil de poèmes. D'accord. Et donc, je suis là-dedans. Et donc, en ce moment, mon inspiration, c'est l'album photo. C'est l'album photo, les souvenirs des fois où j'ai été en contact avec des fragments de pays à Marseille, vu que j'y ai grandi. Oui. Et donc, c'était par exemple quand j'ai rencontré un monsieur réunionnais dans le bus. Voilà. Là, je suis en train de me rappeler beaucoup de choses que j'avais oubliées, qui étaient les premières fois où je rencontrais d'autres réunionnais. Oui. Parce que quand on grandit comme ça, on se rend compte de rien, mais du coup, on rencontre pas rencontre pas forcément d'autres personnes. Oui. Donc, on catalyse un petit peu quelque chose qui est de l'ordre de la famille. Ça devient très lié à la famille. Parce qu'on n'arrive pas à imaginer l'existence d'un pays ou enfin le pays il est loin, mais la communauté elle se dissout dès lors qu'on prend l'avion. C'est-à-dire que le retour en France c'est le retour à une solitude communautaire. Et donc là j'essaye de justement écrire une fiction dans laquelle cet enfant-là en fait a un contact fragmenté à ce pays par des petits bouts, voilà. Par des petits bouts et par des rencontres. Parce qu'en fait, je me rends compte que oui, j'ai rencontré des Réunionnais ou des Réunionnaises, mais c'était toujours un petit peu épisodique comme ça. Oui, d'accord. Voilà. Ok. Merci beaucoup. Donc, on a évoqué la musique, on a évoqué la photographie, un peu de cinéma, du théâtre. Est-ce qu'Estelle Coppolani aime lire ? Bah oui, évidemment. Beaucoup. Vorace ? Non, j'étais vorace avant, je ne le suis plus. J'adorerais retourner à cette voracité. J'ai l'impression que... il y a eu plusieurs périodes, évidemment, mais j'ai l'impression que dans les derniers temps, je digère moins bien la littérature. Quand j'étais adolescente, même enfant, j'avais une voracité, j'avais une capacité à ingérer qui était démentielle. Et là, j'ai l'impression que ça me traverse peut-être plus profondément et que ça met plus de temps. Je deviens un petit peu obsessionnelle aussi, c'est-à-dire que si je lis quelque chose qui me plaît, j'ai envie de lire à l'auteur ou l'autrice, j'ai envie de lire un petit peu l'ensemble de sa production, ou alors pas nécessairement ce que elle ou lui a écrit, mais les personnes qui l'ont influencé, qui l'ont inspiré. Et la dernière, pardon de nous avoir coupé, la dernière personne que vous avez lue qui vous a déclenché ça, c'est quel auteur ? Là, en ce moment, je lis Laura Vasquez. Et en fait, effectivement, là, j'ai lu 3 ou 4 recueils de Marseille. Elle vit à Marseille. Elle vient de Perpignan, je crois, mais c'est quelqu'un qui est depuis longtemps dans le paysage marseillais. Et en fait, c'est un nom qui était proche de ma bibliothèque depuis pas mal d'années, parce que grandissant à Marseille, et voyant que j'aimais, j'avais des professeurs qui me conseillaient souvent des auteurs marseillais. Et je refusais de les lire parce que j'étais agacée qu'on me propose tout le temps des hommes.
En fait, Oui. on me disait tout le temps, tiens, tu devrais lire cet auteur. Ou alors, ah, tu connais cet auteur, il traîne dans ce café. Et en fait, j'allais dans le café et je voyais un vieil homme blanc, rabougri. Enfin, pardonnez-moi, mais c'est comme ça que moi je le percevais quand j'étais enfant. Je voyais un vieil homme blanc, rabougri, qui était pédant, qui était désagréable, qui était prétentieux et qui disait qu'il comprenait la littérature. Donc, j'ai eu un refus très fort. J'ai refusé de lire les auteurs qu'on me conseillait. D'accord. Et moi, je porte un nom à consonance italienne. En fait, c'est un nom corse. D'accord. Et donc, à Marseille, il y a aussi une tradition de polar, notamment corse. Corse marseillais, on va dire. Et je refusais ça aussi, parce que c'était un univers qui était extrêmement patriarcal. Donc, quand j'ai grandi et que tout à coup, j'ai entendu parler d'une poétesse Marseillaise. Voilà, marseillaise, j'ai attrapé ce nom vraiment en me disant il faut absolument que je lise ce qu'elle écrit. Et c'est resté un petit peu dans mon entourage. Et bon, comme d'habitude, les lectures s'accumulent. Et finalement, j'ai jamais pris le temps de la lire. Et là, étant donné que j'ai fait une résidence de 3 mois à Marseille, je me dis, bon, il est quand même temps que je lise Laura Vasquez. C'est quand même quelqu'un qui s'est affirmé comme étant l'une des voix les plus influentes là, dans les dernières décennies. Et donc, je me suis dit, il est temps que je la lise. Et j'ai eu un choc que je n'ai pas eu depuis un petit moment, il faut bien avouer. Oui. J'ai vraiment adoré. Et surtout, ça a résonné assez bien avec ma pratique d'écriture, dans le sens où c'est pas trop proche de moi, c'est pas trop éloigné. Parce que quand c'est trop proche, je déteste lire des livres qui sont trop proches de ce que je crois être en train de faire. Parce que j'ai l'impression que ça va trop m'influencer et que je vais copier sans m'en rendre compte. À l'inverse, si c'est trop éloigné, ça va me sortir de cette espèce d'atmosphère un peu contemplative dont j'ai besoin pour écrire tous les jours. Et là, on est dans une sorte de relative proximité ou relative distance que je trouve absolument parfaite. L'équilibre. Et j'admire beaucoup vraiment le travail de la langue, me touche beaucoup. Il y a quelque chose qui me parle beaucoup dans cette recherche qui est montrée. En fait, on a l'impression d'une écriture qui est en train de se chercher, se trouver ou à choper. Et c'est cette recherche-là, cette tentative même, je dirais, c'est cet essai qui est montré. Et voilà, ça, c'était peut-être le dernier choc littéraire que j'ai eu. D'accord. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous rappeler votre dernière actualité littéraire ? Ma dernière actualité littéraire, alors en termes d'événements ou en termes de publication. De publication, là j'attends une publication dans un ouvrage collectif, mais j'ai vraiment pas de date, donc je vais pas m'avancer. En publication, je vais plutôt parler de ce qui est en cours d'écriture, parce qu'en publication, j'ai pas forcément d'actualité fraîche. Sur Rive Noire Littérature, vous êtes venu présenter quel ouvrage ? Oui, je suis venue présenter mon recueil de poèmes qui est paru en 2024. Donc là, ça fait déjà un petit moment. Là, comme je vous ai dit, je suis en cours d'écriture d'un autre recueil. Ça prend la forme, en tout cas, d'un recueil. D'un recueil de nouvelles, on ne sait jamais. Un recueil de poèmes. De poèmes, pardon, excusez-moi. Oui, non, un recueil de poèmes. Mais effectivement, il y a un recueil de nouvelles qui est en cours d'écriture aussi. En fait, j'écris beaucoup de choses différentes. Et j'ai souvent des petits formats qui paraissent. Là, j'en ai quelques-uns, mais on n'a pas les dates. Donc, stay tuned, comme diraient les jeunes. Je veux pas m'avancer, en fait, parce que je vais quand même donner des éléments. En gros, il y aura une série d'auto-édition sous la forme un peu livre d'art qui va être faite par une designer avec laquelle je travaille beaucoup, Ambre Maillot. Donc elle va faire paraître une série d'éditions relatives à son travail autour des tressages, d'une cartographie des tressages réunionnais dans les fibres végétales à La Réunion. Et je vais écrire dans une des éditions. Donc là, ça va arriver. On est aussi en cours d'écriture d'un livre avec Jacques Benkti, donc autre artiste, notamment sculpteur réunionnais. On est en cours d'écriture d'un livre d'entretien. Donc en fait, je viens de terminer une résidence qui était dédiée à ça. Et ça, c'est un projet que je mène avec le soutien du Centre national des arts plastiques. Mais c'est très long. C'est-à-dire que là, on a fait des heures et des heures d'enregistrement.
Bon, la mise en forme du livre, ça prendra encore 1 à 2 ans, parce que j'ai beaucoup de recherches à faire sur les contextes historiques et sur la vie de ce grand artiste qui a 74 ans et qui a beaucoup voyagé. D'accord. Donc, ça demande un travail de recherche colossal. C'est pour ça que j'aurais du mal à vous donner des dates précises, bien sûr. Précises, mais je suis en cours d'écriture et il y a... je vais donner peut-être quelque chose d'un peu plus frais. Il y a aussi... je fais aussi des performances. Donc, avant, je lisais plutôt les textes que j'écrivais. Là, j'essaye de penser des textes qui sont aussi uniquement écrits en vue d'être performés. Et donc là, je fais aussi un travail en ce moment de mise en forme d'une performance avec une musicienne donc, qui compose donc, de la musique électronique. Et ça, c'est en bilingue, donc c'est en créole et en français. Et ça, je pense que dans la plutôt deuxième partie de l'année, on aura peut-être un format et on jouera peut-être. Donc il faut rester informé. En fait, il faut rester informé pour avoir un petit un petit peu les suites de tout ça en tête. Fait. Merci beaucoup en tout cas, Ethel Poulani. J'espère que vous avez passé un aussi bon moment que le nôtre. À bientôt. À bientôt.